Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons avec les débats sur l'actualité, avec aujourd'hui Mathieu Baccialone. Bonjour, vous êtes Valérie, communicant, président de M2B Conseil. Lucas Jakubowicz, journaliste politique, rédacteur en chef de Décideur Magazine. Bonjour. Et vous avez publié Un animal pour les gouverner tous chez Arquet Éditions. J'étais en train de vous dire que je vous avais cité l'autre jour quand on parlait du lien des dirigeants avec leurs animaux. C'est ce que vous racontez dans ce livre qui est passionnant. Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise. Bonjour. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour Valérie. Bonjour à vous. On va revenir sur le meurtre de Philippine et de ses conséquences, tous les débats autour de ce meurtre avec la question de la durée de rétention, les OQTF. On est le pays, aujourd'hui la France est le pays qui renvoie le moins de QTF, qui exécute le moins de QTF en Europe. Macron se demande si la France est heureuse, c'est ce qu'il a dit au Canada. Bref, beaucoup de sujets, l'escalade au Liban, Israël qui refuse le cessez-le-feu. On commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Mathieu, on commence avec vous, c'est un coup de cœur. Oui, c'est un coup de cœur international pour le coup. Alors ce sont vos confrères de Libération qui font aujourd'hui un très beau reportage sur les sorcières de Boutcha. Les sorcières de Boutcha, ce sont les gardiennes du ciel ukrainien. Ce sont des femmes qui sont dans Boutcha, c'est dans une petite ville de la banlieue nord de Kiev. Et ce sont des femmes de la vie, enfin, qui ont des métiers, qui sont commerçantes, qui sont infirmières, qui sont et qui sur leur temps libre, si on peut parler ainsi, puisque le temps libre là-bas n'est pas un temps forcément de loisir, travaillent à la défense aérienne. Et donc c'était pour deux choses que je voulais. Alors j'invite tout le monde à lire cet article qui est vraiment très bien fait, qui est très bien documenté sur je ne connaissais pas du tout ces femmes. Ça a le mérite de rappeler que nous avons quand même toujours une guerre à nos portes sur le continent européen, à quelques heures d'avion de Paris. Et la deuxième chose, c'était pour parler des femmes en règle générale dans les combats, parce que on a effectivement un prisme et un biais qui veut que les héros des guerres soient tous masculins, une sorte de virilisme là-dessus, évidemment dans l'histoire nationale sur les combattants, sur Napoléon, ça. Et il faut rappeler aussi que de tout temps, les femmes ont participé à l'effort de guerre, ont été des combattantes. Alors, sans remonter évidemment aux Amazones, aux mythiques Amazones, il y en a partout dans l'histoire, que ce soit à l'arrière, mais aussi au front. On peut citer très proche de nous les Kurdes, les combattantes kurdes du Rojava, justement, qui se battent contre les islamistes. Et c'était d'essayer de mettre une focale un petit peu sur ces femmes qui ont été. Alors ça me fait penser aux propos du président Mitterrand. Vous me direz, c'était il y a longtemps, mais lors de son discours d'investiture en 1981, je ne sais pas si vous vous souvenez, son discours commençait ainsi sur ces femmes et ces hommes qui, par leur travail et par le sang dans la paix et dans la guerre, ont participé à l'histoire sans jamais y avoir accès. Et donc c'était pour mettre un petit peu une focale sur ces combattantes ukrainiennes, mais qui sont, à mon avis, qui ont un message universel à porter. Ah oui, et un mot aussi pour les femmes victimes pendant les guerres, victimes de viols. Exactement. Et je soutiens l'association Stand Speak Rise Up, qui est à l'initiative de la Grande-Duchesse du Luxembourg, mais qui fait un travail phénoménal pour aider ces femmes qui sont victimes de viols, qui tombent enceintes de leur bourreau. Et c'est important de les accompagner. Les femmes sont toujours les premières et les principales victimes de tout conflit et c'est évidemment mais il y a des combattantes. Mais il y a effectivement, et c'est important de le dire aussi, des combattantes, et ce n'est pas nouveau, ça a toujours été, c'est un petit peu invisibilisé dans notre histoire, mais ça. Voilà. Alors, Lucas, vous êtes égocentrique ce matin. Oui, allez-y. La médaille d'or de l'égocentrisme. Vous soutenez Hitler ? Apparemment. Non, c'est un coup de gueule contre moi-même, puisqu'effectivement, j'ai appris hier que j'étais un néo-nazi. Oui. Suite au message d'Antoine Lenormand. Alors pour ceux, c'est de la radio, pour ceux qui ne voient pas sur YouTube, vous avez un polo siglé HH. C'est pas Heil Hitler, c'est Eli Hansen, une marque norvégienne. On a le droit de faire de la pub de voile et de montagne. C'est de l'actualité, donc on va dire que oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que hier, le député RN de Lyon, Julien Audoul, a pris la parole avec un imperméable de marque Eli Hansen. Aussitôt après, le député LFI de l'Essonne, Antoine Lenormand, a dit qu'en fait, ça voulait dire Heil Hitler et que donc, en fait, c'est une marque néo-nazie. Il a dit que c'était un dog whistle, c'est-à-dire un appel du pied des nazis à leurs potentiels partisans sans se faire choper par la justice. Et que donc, à partir du moment où on portait
des vêtements Janssen, on était suspecté d'être néo-nazis, ce qui est donc le cas de pas mal de rappeurs américains, soit dit en passant. Mon petit coup de gueule. Après, ce qui m'a fait rire aussi, effectivement, Antoine Leaumont a parlé de dog whistle, de clin d'œil, etc., alors que LFI sont les champions du monde en matière de dog whistle antisémite. Tout le monde le sait, tout le monde en parle, tout le monde les relève. Mais à chaque fois, ils disent mais non, c'est n'importe quoi, le dog whistle n'existe pas. Par contre, quand il faut pourfendre des soi-disant nazis, là, ça existe. Ce qui m'a fait rire aussi dans l'histoire, c'est que si on va sur ce terrain-là, on peut dire pas mal de choses sur LFI. Pour rire, on peut dire que l'espèce de manteau en cuir de Jean-Luc Mélenchon, c'est le cosplay de Ramirez, le collabo dans Papy fait de la résistance. Donc voilà, et puis plus sérieusement, on peut dire que quand on a un parti qui est repris par Rivarol, par exemple, on va pas donner de leçons d'antinazisme aux autres. Oui, HH, donc c'est une marque connue. Ça vous a fait réagir les uns et les autres, Nicolas Corato? Moi, je trouve que ça illustre bien le niveau auquel tombe la politique aujourd'hui, mais dans tous les sens du terme. Je pense que pour combattre l'extrême droite, qui est un parti raciste, fasciste, je pense qu'il y a d'autres moyens que ces bêtes moyens de réseau. Je pense que les réseaux sociaux abrutissent complètement le débat public. Et abrutissent y compris les hommes et les femmes politiques qui se vautrent dans la logique du clic des réseaux sociaux. Moi, je pense que vraiment... C'est totalement le cas d'Antoine Leaumont, parce que non. Oui, mais pas que. Vous citez Antoine Leaumont, mais on peut prendre d'autres exemples dans d'autres parties de politique. Ce que je veux dire par là, c'est que on a droit, je pense, en tant que citoyen aujourd'hui, à avoir un débat qui s'élève un peu et qui ne se concentre pas sur quelques tweets, quelques et quelques. Enfin, ça n'amène rien, ça n'amène absolument rien, et ça ne fait pas. C'est la cause que défend Antoine Leaumont, à laquelle moi j'adhère complètement par ailleurs. Alors peut-être une petite parenthèse quand même, c'est que Antoine Leaumont est loin d'être bête. C'est lui qui a mis en place toute la stratégie digitale de Jean-Luc Mélenchon, qui marche vraiment très bien. Et assez souvent, il se vante sur ses réseaux sociaux, de faire du clic, de faire du buzz, etc. Donc, cette polémique est faite pour faire du clic ou du buzz, mais j'imagine que si vous l'interrogez, il va dire bien sûr que j'ai dit n'importe quoi, mais ça a permis de gagner des abonnés à mes comptes pour ensuite peut-être parler de politique. Mais c'est quand même assez dommage d'en arriver là pour des combats politiques. Il devrait regarder dans son propre parti quand Ercilia Soudet va soutenir Elias Imzalen, qui lui-même est lecteur de Mein Kampf, entre autres. Je pense qu'il y a du ménage à faire. Oui, non, mais pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'il y a un appauvrissement vraiment du débat politique, mais on l'a vu, c'est pas effectivement pas que LFI. On se souvient de la stratégie de Jordan Bardella, qui était d'ailleurs la stratégie numérique de Bardella, très efficace. Comme ce que dit Lucas, stratégie LFI Leaumont très efficace pour avoir un certain public. On essaye de récupérer les gens, non pas en faisant des grands pavés ou de l'argumentaire politique, mais en jouant sur c'est les émotions, et là c'est le rire, mais c'est effectivement un appauvrissement généralisé qui vient de beaucoup de camps et de beaucoup de cellules numériques où en fait la communication est pas la meilleure, a pris le pas sur les idées et le programme. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Mathieu Bachialon, communicant, président de M2B Conseil, Lucas Jakubowicz, journaliste politique. Vous êtes rédacteur en chef de Décideur Magazine. Et je rappelle votre livre, Un animal pour les gouverner tous, qui est paru aux éditions Arquet. Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise, et Nicolas Corato, président du think tank Place de la République. On va revenir sur le meurtre de Philippine. Y a-t-il eu des défaillances? Est-ce qu'il faut allonger la durée de rétention? Est-ce que cet emballement médiatico-judiciaire peut faire changer les choses, ou encore une fois on passera une fois de plus à autre chose? Le syndicat de la magistrature dénonce une surenchère xénophobe. Macron se demande si la France est heureuse. Faut-il une deuxième journée de solidarité pour financer les EHPAD? Beaucoup de sujets avec vous. On continue notre tour de table. On va continuer avec vous, Nicolas. C'est un coup de cœur. Oui, c'est un coup de cœur qui, une fois n'est pas coutume, tient à la décision de notre nouveau Premier ministre de relancer le dialogue social. Alors vous savez que pendant des années, sur le premier et le second quinquennat d'Emmanuel Macron, les partenaires sociaux ont été particulièrement malmenés. D'ailleurs,
qu'il soit du côté du patronat ou du côté des salariés. On se souvient de l'humiliation de Laurent Berger pendant la réforme des retraites, mais que ce soit sous Édouard Philippe, Madame Borne ou ensuite Monsieur Attal, les partenaires sociaux ont été dessaisis de la gestion et de l'orientation, par exemple, du régime d'assurance chômage ou du régime d'assurance vieillesse. Et Monsieur Barnier vient d'annoncer coup sur coup que pour la réforme des retraites comme pour la réforme de l'assurance chômage, il pouvait envisager de remettre le sujet dans les mains des partenaires sociaux. Alors pourquoi le fait-il ? Peut-être parce qu'il est contraint, ne pouvant plus vraiment faire marcher le Parlement, finalement de repasser par les partenaires sociaux. Mais je pense aussi que ça tient à sa culture d'homme de dialogue et d'homme de négociation. Et donc ce cocktail fait qu'aujourd'hui, il y a une fenêtre qui s'ouvre pour que les partenaires sociaux se parlent de sujets très importants pour l'avenir de notre modèle social. Un exemple, la réforme des retraites. Il faut le savoir, cette réforme des retraites étant très mal financée, elle est responsable d'une partie du déficit public que nous constatons aujourd'hui. Donc cette réforme faite par les Mozart de la finance de l'Élysée et de Matignon, finalement, aboutit à mettre les dépenses publiques dans le rouge. Et peut-être que les partenaires sociaux sauront mieux travailler ce sujet que d'autres. C'est la même chose pour l'assurance chômage. Je note par ailleurs, et c'est plutôt aussi une bonne nouvelle, que Sophie Binet, la secrétaire générale de CGT, a déclaré qu'elle était d'accord pour se mettre autour de la table. Et donc, il y a peut-être chez les partenaires sociaux, ce qui n'existe pas aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire peut-être une volonté, en tout cas, de se parler, de dialoguer, d'échanger, de débattre, et peut-être de trouver des consensus dans l'intérêt général. Moi, je dis que c'est plutôt une bonne nouvelle, mais sous surveillance démocratique, comme on dit maintenant. Réaction ? Bon, moi peut-être, oui. Peut-être un petit malentendu sémantique qui est souvent évoqué, c'est qu'on considère le bloc macroniste comme étant libéral. Et en réalité, le libéralisme a plusieurs critères pour être défini libéralisme, et le macronisme n'en respecte pas beaucoup. Le libéralisme est d'abord le rejet du culte de l'homme fort. Dans le macronisme, il y a le culte de l'homme fort. Il y a aussi, dans le libéralisme, l'importance extrême qui est accordée au Parlement et au corps intermédiaire. Et c'est vrai que depuis 2017, effectivement, vous avez raison, les corps intermédiaires dont font partie les syndicats sont souvent court-circuités. Les parlementaires sont souvent court-circuités aussi. Et effectivement, Michel Barnier a beau être LR, il a une culture qui est relativement, on va dire, de droite libérale. Et dans la droite libérale, quand on met en place des réformes sociales, eh bien, on dialogue avec les syndicats. Mais ça témoigne d'ailleurs que la France est un pays, quelque part, fondamentalement illibéral. Parce que quand on regarde, par exemple, à gauche, pendant la réforme des retraites, LFI avait aussi court-circuité les syndicats, fait les choses de son côté. Donc là, on remet un peu de libéralisme dans le moteur de la France et c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Pascal Bataille, avec vous, on va aborder le meurtre de Philippine. C'est son traitement sur lequel vous vouliez revenir. Oui, c'est le traitement de ce meurtre. Et évidemment, je m'associe... Comme tout le monde ici, je pense à la douleur des proches philippines dont les obsèques sont célébrées aujourd'hui. Et il se trouve que j'ai une belle-fille qui fréquente la même université et qui est sortie de sa fac quelques minutes après, apparemment, d'après ce qu'on connaît du récit des faits, elle. Donc je peux me sentir effectivement un petit peu concerné indirectement d'autant plus par ce drame. Néanmoins, il me semble effectivement assez catastrophique que le traitement de ce drame soit devenu, pour la énième fois dans les médias et la plupart des chaînes d'infos, une nouvelle fois un procès des OQTF, de la façon dont elles sont ou non exécutées, etc. Qui est un vrai sujet en soi, mais un sujet qu'on connaît. Pourquoi pas en parler ? C'est pas qu'on ne devrait pas en parler, mais enfin que ça occulte, y compris les morts au Liban, la situation au Proche-Orient, et puis surtout qu'on le traite uniquement de cet angle-là, c'est-à-dire que effectivement, si ce Marocain n'avait pas été sur le territoire français, ce qu'il n'aurait pas dû être, il n'y aurait pas eu cette mort atroce pour Philippine et pour ses proches. Effectivement. Ok, une fois qu'on a dit ça, on a dit quoi ? Est-ce que quelqu'un autour de la table est capable de me dire combien il y a de crimes perpétrés par des personnes sous OQTF en France chaque année ? Je ne pense pas. Est-ce que effectivement le sujet des OQTF, qui est un sujet, mérite de prendre cette place prépondérante dans les titres des journaux, des radios, des télévisions, dans les débats que nous faisons tous, y compris encore maintenant, au point d'occulter plein d'autres sujets importants, y compris celui qui se cache derrière
le crime de Philippines, le meurtre de Philippines, c'est celui des féminicides. Une femme sur trois meurt tous les 3 jours en France aujourd'hui sous les coups de son conjoint ou d'un autre. Il y a une femme qui meurt tous les 3 jours en France, agressée, violée, violentée, etc. Il y a des viols malheureusement tous les jours dans notre pays. Donc, est-ce que on ne regarde pas encore une fois les choses par le petit bout de la lorgnette, y compris et surtout pour faire valoir les problématiques d'immigration, pour faire valoir les problématiques d'insécurité qui nourrissent encore une fois les thématiques du Rassemblement national, et tout ça pour ne pas faire avancer au final le schmilblick, parce que les solutions on les connaît à peu près. Effectivement, elles méritent d'être débattues certainement au gouvernement, à l'Assemblée nationale, mais pas pendant des heures dans les médias. C'est pas là que se trouvera la solution. En revanche, avoir un vrai débat sociétal sur la façon dont les femmes sont traitées encore aujourd'hui dans notre pays, sur la façon dont on éduque les petits garçons et les petites filles à la sexualité, au rapport au désir, un rapport au désir que les féministes elles-mêmes traitent d'une façon catastrophique la plupart du temps. Je ne veux pas faire de généralité, mais parce que on nie le désir féminin comme s'il n'existait pas, comme si c'était sale, comme si c'était uniquement l'homme qui est en position de désir. Enfin, il y a plein de choses à revoir et qui sont encore une fois occultées derrière cette tragédie, ce très triste événement. Mais voilà. Et je pense qu'encore une fois, on parlait. C'est pas où, c'est-à-dire on n'est pas. Non, mais si c'est où. La preuve, c'est qu'on ne traite ça que sous cet angle-là. Et quand on parlait tout à l'heure de ce traitement en permanence émotionnel de l'information et jamais en essayant de mettre en perspective et de prendre un petit peu de hauteur, eh bien on est encore une fois dans ce sujet-là. Et il y a quelque temps, je disais sur cette antenne, et j'ai été comme j'étais en visio, c'était compliqué pour moi de me défendre, mais j'ai été ridiculisé par notre ami enseignant là qui se hausse du col souvent chez vous, Kevin, qui a évidemment complètement travesti ma pensée. Mais quand on voit effectivement que le vote RN est la plupart du temps le plus élevé dans des régions de France qui sont les moins concernées par l'insécurité et l'immigration, j'ai pas dit qu'il y avait pas de problème d'immigration et d'insécurité, j'ai dit que souvent, et je prenais l'exemple de ma commune à Lèche-Cap-Ferré, où effectivement le RN est arrivé en tête et où je peux vous assurer qu'il n'y a ni problème d'immigration ni problème d'insécurité. Voilà, bon, Kevin m'a habilement travesti ce que je lui ai dit, mais voilà, c'est le résultat. Tout ça, c'est le résultat effectivement de ces campagnes permanentes où on regarde l'arbre plutôt que de regarder la forêt. Alors, Lucas. Je vais essayer. Non, j'allais dire un truc méchant. Allez-y. Non, j'allais dire, je vais essayer d'être plus subtil que Kevin Bossuet. C'est pas très. C'est pas très difficile. Non, mais c'est pas gentil. Non, c'est pas très gentil. Non, mais parce que je sais qu'il aime bien faire ses numéros. Mais juste si on regarde les statistiques électorales, effectivement, il y a quand même un lien de causalité entre l'immigration et le vote RN. Là où le vote RN augmente, c'est pas parce qu'il y a une forte immigration, mais c'est parce que l'immigration, entre guillemets, est juste à côté. Et les populations ont peur que ça atteigne leur territoire. Et il y a plusieurs villes ou plusieurs départements où ça se voit très bien. En fait, vous prenez, rien qu'en Ile-de-France, vous prenez des villes de grande banlieue, comme par exemple Meaux ou Montreux, qui sont en Seine-et-Marne. À chaque fois, les villes sont, entre guillemets, métissées, créolisées, avec un vote RN assez faible. Et les communes juste à côté, les petits villages, là, il y a un survote Rassemblement national. Pourquoi ? Soit parce que c'est des habitants qu'on peut appeler les petits blancs qui ont quitté en fait ces barres d'immeubles pour aller dans des pavillons, ou soit c'est des gens qui ne veulent pas qu'entre guillemets les tours arrivent dans leur pavillon. Donc c'est pas parce que on est dans une commune où il y a peu d'immigrés qu'on n'a pas peur de l'immigration et que le vote RN n'est pas corrélé à la peur de l'immigration. Après, sur tout ce qui est Philippines, etc., on aura l'occasion d'y revenir, mais vraiment, il y a des tas de travaux sociologiques. Le dernier en date, celui d'un sociologue qui s'appelle Félicien Faury, qui montre bien que c'est la proximité quasi immédiate de l'immigration qui fait monter le vote Rassemblement national. On va marquer une pause et on va continuer sur ce sujet dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous jusqu'à midi. Nous débattions autour du coup de gueule de Pascal Bataille sur le traitement médiatique de l'affaire Philippines. Mathieu Bachelon, vous en pensez quoi ? C'est même le traitement politique, parce que effectivement, il y a la question des OQTF qui doit être réglée.
Mais c'est toujours le problème, c'est-à-dire qu'on va ouvrir ce sujet parce qu'il y a eu un drame et parce que l'émotion met un coup de pression aux politiques pour ouvrir ce sujet. Et il y a la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, ce serait totalement illusoire de faire croire aux Français que si les OQTF étaient appliqués, il n'y aurait plus aucun viol sur le territoire. Non, mais ça c'est... Puisqu'on l'a vu... Non, mais Philippine ne serait pas morte. Non, mais... Voilà, mais c'est cette rhétorique... En fait, cette rhétorique, si on pousse le raisonnement à l'absurde, c'est vrai. Si le type était en OQTF, avait exercé son OQTF, il serait pas sur le territoire et cette pauvre Philippine serait toujours en vie. Ok, mais on peut pas résumer cette question uniquement à ça. C'est-à-dire que... Non, mais il y a beaucoup de questions en fait dans l'affaire Philippe, dans ce drame. Très réducteur il y a beaucoup de choses. C'est pour ça quand on annonce des lois, des machins, commençons déjà par observer ce qui est là et ce qui dysfonctionne. Et Pascal a tout à fait raison de mettre la focale beaucoup plus grande sur le rapport qu'il y a certaines fois sur les femmes qui sont sont deux choses différentes. Oui, bien sûr. Écoutez les témoignages toutes les femmes qui sont autour de nous racontent qu'au moins une fois, si ce n'est qu'une fois, c'est pas beaucoup, ont été agressés dans les transports, ont subi des réflexions sexistes, se sont sentis réellement en danger. Oui. Donc il y a aussi un problème. 80 ou 85%, j'ai plus le chiffre exact, des agressions se sont faites par des proches dans les tribunaux. Mais au quotidien, les femmes aujourd'hui ont du mal quand même dans les transports en particulier à ne pas être importunées. Après, on ne peut pas non plus ne pas parler de la question des OQTF et voir quand même qu'on est... Mais on ne peut pas réduire ce sujet uniquement à l'application ou non d'OQTF. Ce serait trop facile. Je reviens sur le traitement médiatique et politique. Moi, ce qui me choque beaucoup, c'est l'instrumentalisation politique qui en est faite, alors que les parents et la famille de Philippine. Mais Naël, il n'y avait pas eu d'incident. C'est la même chose. C'est pareil. Et d'ailleurs, je pense qu'on n'arrive pas à régler les situations quand on les traite comme ça sous l'émotion. Il y a quand même... Puisqu'on parle de civilisation, j'entends beaucoup parler de civilisation ces jours-là, la première valeur d'une civilisation, c'est le respect qu'elle doit à ses morts. Et moi, je pense que on doit aussi un minimum de respect à la famille de Philippine, dont on ne sait pas ce qu'ils pensent de ce qui s'est déroulé, mais qui sont simplement dans le deuil et en train d'enterrer leur fille, leur petite fille, leur nièce, leur amie. Et je pense que les femmes et les hommes politiques de ce pays doivent aussi se soumettre à ce respect qui est un respect issu de nos règles de civilisation. Ensuite, sur les OQTF, alors il y a beaucoup de choses à dire, mais si je pousse moi aussi le raisonnement à l'absurde, effectivement, si tout avait fonctionné, si la ligne de liaison entre les différents services impliqués avait fonctionné, Philippine serait aujourd'hui vivante. Très bien. Et cette personne aurait été expulsée au Maroc. Et donc elle aurait tué et violé au Maroc. Et ça nous concerne moins. Ouais. Pardon, mais... oui, de facto, oui. Ce tropisme occidental qui dit qu'en fait la solution c'est d'expulser les gens, mais de ne pas traiter le problème. Enfin, on ne va pas s'occuper des problèmes au Maroc. Attendez. Mais de ne pas considérer que la cause de la femme est une cause internationale et pas uniquement nationale. Mais franchement, j'ai bien dit que c'était un raisonnement pour l'absurde. Mais on ne peut pas entendre une chose comme ça en disant mais qu'est-ce qu'on fait ? Mais ça veut dire quoi ? Qu'on les castre, qu'on les tue, qu'on les élimine ? Je reviens sur le sujet des OQTF. Les OQTF, on a dit beaucoup de bêtises ces derniers temps. D'abord, il faut savoir que la moitié, on dit, il y a un très très faible taux d'expulsion en France, d'exécution des OQTF. 10% contre nos voisins. 7% contre nos voisins allemands qui en font 30. Il faut savoir que vous savez d'où vient la moitié des OQTF ? La moitié des OQTF. Maroc, Algérie. Mayotte. Oui, Mayotte. Ouais. Donc, vous pouvez enlever toutes les OQTF de Mayotte. Et vous voyez que vous n'avez pas du tout les mêmes statistiques si vous êtes concentré sur l'Hexagone. Dernier sujet sur la ligne. Sur ce sujet, il y a une erreur de l'État. L'État a dysfonctionné à plusieurs reprises. La pénitentiaire a dysfonctionné, le juge de la liberté et de la détention manifestement commet une erreur de droit, et on voit bien qu'à la préfecture concernée, ça n'a pas fonctionné non plus. Mais ça se règle, et ça se règle tranquillement dans les bureaux des ministères. Pourquoi est-ce que vous avez 3 services qui n'ont pas les mêmes logiciels pour correspondre entre eux ? Pourquoi est-ce que ce passeport consulaire met 3 semaines à arriver alors que l'un des services l'avait déjà dans son tiroir ? Enfin, je veux dire, on pourrait discuter tranquillement de cette chaîne de dysfonctionnement, reconnaître les responsabilités et faire en sorte que ces services demain puissent fonctionner de la même manière et d'une manière qui fasse en sorte que les personnes qui sont dangereuses restent dans les CRA, dans les centres de rétention administrative. Et puis un dernier mot, les centres de rétention administrative, je ne sais pas si vous y êtes peut-être déjà allé,
Il faut aller les visiter si vous avez l'occasion de le faire. Dans les centres de rétention administrative, il n'y a pas des coupables. Il y a des gens qui sont simplement en cours d'expulsion, qui sont en procédure administrative, qui ne sont pas détenus, qui sont en rétention. Et dans les CRA, vous trouvez des familles. Moi, j'ai vu dans les CRA des femmes avec leurs enfants. Bah oui, mais s'ils n'ont rien à faire en France, retenus. Vous êtes en train de faire du misérabilisme en nous disant il y a un quotidien à faire reportage hier où il n'y avait que des gens formidables qui étaient dans les CRA. Allez voir en France des femmes et des enfants retenus par des policiers, traînés dans ces CRA qui sont dans des conditions d'hygiène absolument passables, avec, vous imaginez, la vie sociale que vous pouvez avoir dans ce... Et il ne faut pas s'étonner non plus que notre droit organise une forme de protection, y compris des personnes qui sont dans ces centres de rétention et qui ont droit à la liberté parce qu'elles ne sont pas condamnées. Elles sont simplement en train d'être expulsées. Donc, il faut bien comprendre que ces centres de rétention ne sont pas faits pour protéger la société contre des personnes en situation irrégulière qui seraient potentiellement dangereuses pour l'ordre public. Et c'est bien ça le sujet qu'on devrait traiter. Où est-ce qu'on met et qu'est-ce qu'on fait de ces personnes qui, comme monsieur le meurtrier présumé de Philippines, qui avait purgé sa peine, mais dont on savait qu'il pouvait récidiver. Qu'est-ce qu'on en fait ? Moi, je pense que le traitement, c'est pas dans les centres de rétention administrative. Alors, et d'ailleurs, quand vous écoutez les policiers, c'est un sujet qui devrait être dans le débat. Plutôt que où alors ? Mais moi, je ne suis pas responsable politique. Il faut peut-être inventer un nouveau système de mise à part de ces personnes, mais pas dans les centres de rétention administrative. Mais là, il devait partir dans un hôtel. Oui. Il devait partir dans un hôtel et il avait une obligation de pointer et de se présenter. Mais on a bien vu que c'est insuffisant. C'est insuffisant. L'hôtel en Bourgogne, alors qu'il était dans un centre de rétention administrative dans le Nord. C'est complètement délirant. Et c'est ça qu'il faut regarder. Oui, mais on fait quoi ? Mais alors on fait quoi ? Mais est-ce qu'il faut prolonger ? Les propositions sont de prolonger les séjours en centre de rétention administrative. C'est pour ça les policiers vous disent qu'ils ne sont pas là pour gérer des gens qui attentent à l'ordre public. C'est pas une prison, un CRA. C'est un lieu où, des gens qu'on connaît, qu'on croise dans la rue, tout simplement parce qu'ils ont pas de papier, sont pris sur un chantier, sont amenés et sont en attente d'être conduits à la frontière. Vous n'allez pas mélanger ces personnes-là avec de dangereux multirécidivistes. Et la vraie question qui est posée à la société, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette population ? Dans ce reportage de Quotidien, la plupart, je crois que c'était même la très grande majorité, étaient des gens qui avaient eu une comparution au tribunal. Oui, mais pas que. Oui. Mais la très grande majorité. Au tribunal, c'est souvent parce qu'ils sont en situation irrégulière. Non, pour des troubles à l'ordre public. Le problème des CRA, non, vous n'êtes pas d'accord. Vous dites que ce sont des gens qui sont des gentilles personnes, qui sont juste en infraction. Je dis que les CRA ont été faits pour des gens qui n'étaient pas pénalisés. Mais là, aujourd'hui, on demande à des policiers avec très peu de moyens de s'occuper de personnes qui manifestement attendent à l'ordre public. Aujourd'hui, ce sont des gens qui attendent à l'ordre public. Majoritairement. Non, vous avez regardé un reportage, allez dans les CRA. Et c'était quelqu'un qui était dans un CRA avec Antoine Léaumont en plus, donc je ne pense pas qu'il puisse y avoir eu de... Je pense qu'il faut aller sur le terrain pour se rendre compte de la population qu'il y a dans les CRA. Alors, je ne sais pas qui veut répondre. Alors, moi je pense qu'il y a il y a une typologie de personnes qui doivent être très heureuses de vous entendre, c'est les agresseurs potentiels. Parce qu'ils se disent, mais en fait... Je ne vous permets pas de dire ça. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Parce que cette personne qui vous écoute va se dire, en fait, je peux, je sais pas, tuer, violer. Il y aura toujours des gens qui trouveront des circonstances atténuantes. Moi, j'ai trouvé une circonstance atténuante. Là, quelque part, oui. Mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. Si, vous êtes en train de dire... Oui, mais ça s'appelle l'état de droit, c'est juste la défense de l'état de droit. Oui, mais justement, si on laisse ça après... Un vrai état de droit, et par exemple, je sais qu'en Suisse, c'est comme ça, une personne qui commet un crime sur le territoire suisse purge sa peine de prison et expulsée du territoire suisse. C'est un territoire qui est une démocratie, c'est un état de droit, et il y a des règles démocratiques qui sont mises en place pour justement virer du pays des personnes qui sont étrangères, qui n'ont pas à être là et qui sont coupables de crimes. En Allemagne, c'est pareil. Personne n'a dit l'inverse ici. Mais là, on dirait qu'on trouve des circonstances atténuantes. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que j'ai trouvé une circonstance atténuante Allez voir dans les CRA, mais les CRA n'ont rien. Oui, allez voir dans les CRA. Vous y êtes allé, vous, dans les CRA ? Non, mais faites moins de plateaux de télé et allez dans les CRA. Oui, à plusieurs reprises. Parce qu'il paraît que c'est interdit, enfin que c'est uniquement autorisé avec des élus. Avec des députés, avec des bâtonniers qui ont le droit d'aller regarder ce qui se passe dans les lieux de
situation de liberté. C'est très scabreux l'argument de dire vous êtes allé dans un endroit. Demandez aux avocats et renseignez-vous sur ce qui se passe et sur la population qui sont dans les centres de rétention administrative et sur la manière dont on les traite. Vraiment, ce ne sont pas des endroits faits pour sécuriser la population. Mais vous êtes en contradiction. Mais vous êtes en train de dire que la plupart des gens... C'est notre système qui est contradictoire. Oui, mais vous dites que les gens qui sont en CRA sont tous... grande majorité ont commis des troubles à l'ordre public. De plus en plus, pas en majorité, mais de plus en plus. Mais là, pour rejoindre ce que dit Nicolas, il a parlé d'une chose très importante, c'est la récidive, par exemple. Là, on passe des heures depuis plusieurs jours à parler des OQTF, etc., qui représentent encore une fois un petit point de détail de la problématique de la justice. Le meurtre, les gens qui vous écoutent vont vous dire que c'est pas un point de détail. Mais non, il y a un meurtre, mais il y en a hélas tous les jours des meurtres. Je ne galvaude pas du tout le sort de Philippine. Et encore une fois, je suis comme tout le monde scandalisé par ce qui s'est passé. Le sujet n'est pas là. Le sujet est de poser les vraies questions. Est-ce qu'on pose en France aujourd'hui, par exemple, le problème de la récidive? J'ai lu hier une statistique très intéressante que je n'ai vue nulle part quasiment évoqué dans ces débats. En France, le taux d'exécution des peines de prison ferme est de 95%. Il y a 25 ans, c'était 68%. D'accord. La durée moyenne de détention a été multipliée par 2 en 20 ans. Elle est plus élevée en France qu'en Allemagne, par exemple. Or, le taux de récidive en matière criminelle a doublé en 10 ans. Ça veut dire qu'on met les gens, pour résumer de façon un peu caricaturale, on met les gens en prison et on en fait des récidivistes. Est-ce que ce sujet-là, il est vraiment débattu? Est-ce que c'est pas un sujet plus important que les OQTF? Est-ce que c'est pas un sujet, aujourd'hui, au lieu de dire la justice fait pas son travail, de poser le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice dans des petites polémiques politiciennes qui, enfin, encore une fois, permettent de ne pas traiter le fond des problèmes? Est-ce qu'on pose, encore une fois, le vrai problème des prisons, de la façon dont le système pénitentiaire fonctionne et de la façon dont on accompagne les détenus pour pas en faire des récidivistes? Non, on parle des OQTF, effectivement. Surtout des agresseurs sexuels. Sauf que le sujet, c'est les OQTF. Enfin, je veux dire, on peut traiter tout le problème. Non, le sujet, c'est la récidive. Nicolas a très bien posé la chose. Le sujet, c'est un récidiviste. Ce meurtrier présumé, il a quand même fait de la prison ferme pour viol. Si je reprends le dossier. Et effectivement, on est en droit de se poser la question de est-ce que cet emprisonnement a été utile socialement pour protéger la société? Parce qu'une fois qu'il a purgé sa peine, il est sorti et malheureusement, il a récidivé. On marque une pause et on continue dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Du pays auquel il a largement contribué ces derniers temps, notamment avec cette dissolution. Donc voilà, je trouve ça quand même presque choquant, cette question, de la part de quelqu'un qui devrait pouvoir dire les Français ne sont pas assez heureux, il faut que je travaille et que nous travaillons tous à y remédier, ou les Français me semblent heureux, j'en sais rien, mais qu'il pose la question me semble assez choquant. En fait, il pose la question aussi dans le cadre de rencontres autour de la francophonie. Donc la phrase exacte, c'est « Je ne sais pas si la France est heureuse à cette date, mais la francophonie à coup sûr ». Là aussi, ça mérite un petit débat sur la francophonie, parce que je trouve que la France est bien à la ramasse. On a un petit peu évoqué le sujet hier, c'est-à-dire qu'on a cette semaine où tout le monde, où il y a des campagnes, etc. Sauf qu'au quotidien, ce dont on rappelait My Little French Bank de la Poste, on ne peut pas dire qu'on soit au top, pour reprendre un mot anglais, en matière de francophonie. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il l'a dit. Lucas ? Ouais. Non, mais il y a des études barométriques qui mesurent le bonheur des gens par pays. Et je crois que le dernier baromètre en date de 2024. Et il y avait 7 Français sur 10 qui se déclaraient heureux, ce qui est quand même assez élevé. C'est dans la moyenne nationale. Après, il y a des biais dans ces sondages parce qu'il y a des pays où ça se dit pas de dire qu'on est malheureux. Dans les pays anglo-saxons, on doit toujours avoir la pêche. Mais à l'échelle française, 70% de Français qui se déclarent heureux, c'est plutôt un bon chiffre, sachant quand même que le dernier baromètre était en 2011 ou 2014 et le chiffre était à 84%. Donc les Français sont encore, d'après les sondages, majoritairement heureux, même si ça baisse. Et je me souviens qu'il y a eu un gros sondage sur le bonheur. Alors, je ne sais plus quel institut l'avait fait, c'était en 2022, après les élections de 2022. On corrélait le niveau de bonheur par rapport au vote. Et en fait, plus on était heureux de sa vie, plus on était optimiste, plus on avait tendance à voter Macron. Donc, le bloc central, en termes stratégiques, a intérêt d'avoir un maximum de Français heureux. Moi, je reprends le thème de fatigue, Mathieu Batchelet, cette phrase. Ça s'ajoute à la tradition des petites phrases à l'étranger. C'est quand même un grand classique depuis l'élection d'Emmanuel Macron.
il y avait eu, vous vous souvenez, les Gaulois réfractaires, ce genre de choses. C'est curieux, vous vous souvenez, dans les Tontons Flingueurs, il y a cette phrase qui dit, c'est curieux cette habitude qu'ont les marins de toujours faire des phrases. C'est curieux cette habitude qu'a ce président de toujours vouloir parler des Français de manière un petit peu ironique à l'étranger. C'est curieux. Oui, non, mais c'est effectivement plutôt voilà, sur cette phrase, la France heureuse, le qualificatif. Et là où je rejoins Pascal, c'est effectivement ce côté, le président président ne devrait pas dire ça, c'est un autre titre, mais c'est assez curieux de la part d'un président qui est censé, je dis bien censé, parce que pas non plus être naïf et penser qu'il peut être en prise avec toutes les réalités, mais est censé quand même être un petit peu, avoir des remontées pour savoir quel est l'état du pays. Et là, on a un peu un sentiment de déconnexion semi-avoué, oui. Il y a un petit côté alors heureuse. Oui. Voilà, j'irai pas plus loin. Il y avait une caricature comme ça, je crois, c'était de Jacques Faisan à l'époque dans Le Figaro, où c'était, je sais plus quel président disait à Marianne alors heureuse. Oui. Je crois que c'était Giscard à l'époque. Voilà. En fait, il était aussi devant une fresque. Il faut revoir le contexte. Il était devant une fresque d'un peintre qui au Canada, donc où était inscrit la France heureuse. Donc c'est aussi en réaction à ça. Mais il doit savoir que chacune de ces paroles va être décortiquée. On se retrouve dans un instant. Est-ce que vous êtes prêts à cotiser, à donner un peu d'argent pour les EHPAD à votre bon cœur? À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous, et on se demande où va l'argent quand même. Pardon de poser cette question un peu banale et un peu triviale, mais on va parler du rapport du Sénat qui propose une deuxième journée de solidarité pour financer les EHPAD. Depuis 20 ans, les salariés travaillent sans être payés lors de la journée de solidarité. Initialement, c'était le lundi de Pentecôte, ce qui permet aux employeurs de participer au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées. Seulement voilà, les EHPAD entre 2020 et 2023 sont déficitaires. C'est passé de 27% à 66% selon les chiffres de la Direction générale de la cohésion sociale. Donc il faut reconstruire ce modèle, consolider le financement et donc l'idée d'une deuxième journée. Alors force est de constater qu'effectivement les entreprises payent souvent cette journée. Mais est-ce que ça n'a pas été suffisant? Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas qui veut. Nicolas, vous connaissez un peu ces sujets. Oui, d'abord dire que dans les EHPAD qui sont déficitaires, la plupart d'entre eux, la très grande majorité d'entre eux, sont soit des EHPAD publics, donc un EHPAD géré par une mairie par exemple, soit des EHPAD associatifs qui tous appliquent des tarifs à l'aide sociale. C'est-à-dire que les personnes qui sont accueillies dans ces EHPAD, généralement, payent peu ou pas quasiment rien de leur séjour. Et c'est la solidarité nationale qui prend ça en cause, et c'est ceux qui souffrent le plus parce que depuis le Covid et surtout depuis l'inflation, les conseils départementaux notamment qui sont en charge de financer ces EHPAD n'ont pas repris l'inflation, et donc ça a décroché depuis que l'inflation on a pris 15% d'inflation et à peu près on a augmenté les dotations aux EHPAD de 1 à 2%. Donc on voit bien qu'il y a un gap. Donc le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait pour nos aînés les plus précaires, les plus fragilisés, ceux qui ont le moins de patrimoine et qui demain devront éventuellement se confronter à une baisse de l'aide sociale dans ces EHPAD et payer de leur poche. Donc il y a un vrai sujet de société qui a été très peu pris en compte par ce quinquennat. On a pris beaucoup de retard. Il y a une loi Bien vieillir qui était sur le bureau de l'Assemblée nationale et qui y est toujours et que tout le monde attend parce qu'on cherche du financement. Et il faut une décision courageuse. De deux choses l'une. Soit effectivement on augmente la CSG ou on trouve une nouvelle journée de solidarité comme ce qu'avait fait monsieur Raffarin à l'époque. Et ça permettra peut-être, en tout cas, de s'occuper des plus précaires de nos aînés de demain. Soit on dit à tout le monde que c'est dès aujourd'hui qu'il faut préparer sa fin de vie. Oui. Mais il faut vraiment que ce débat public ait lieu. Et tout le monde dit il faut une loi Bien vieillir. De l'extrême droite à l'extrême gauche, tout le monde est d'accord, mais personne ne veut commencer à discuter du petit début de comment on finance tout ça. Mais il manque de l'argent. Il en manque partout et il en manque là en particulier. Lucas? Non, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a des problèmes de financement d'EHPAD, il y a des difficultés pour les personnes âgées à trouver des places. Il y a aussi le même type de difficultés, et tous les jeunes parents le savent, pour les places en crèche. Et quand on regarde en fait les politiques publiques, on a l'impression que l'idée c'est plus de mettre le paquet, entre guillemets, ou demander des efforts pour les EHPAD, plus que pour justement les places en crèche par exemple, que c'est des problématiques pouvoir public à chaque fois. C'est normal, c'est les sénateurs.
Ouais. Ils pensent à leur... Et les électeurs. Mais voilà, mais en tout cas, on voit que les politiques publiques sont quand même de plus en plus orientées vers les personnes âgées que vers la jeunesse. Peut-être parce là que... aussi, c'est pas il faudrait les deux. Il faudrait les deux, mais quand on a des budgets limités, il faut faire des choix. Et visiblement, les choix ont été mis sur les EHPAD, ce qui est un choix comme un autre. Mais ça prouve que oui, petit à petit, la France, mais tout l'Occident d'ailleurs, deviennent des sortes de gérontocraties, où en fait, les politiques publiques seront mises plus au service de la génération sortante que de la génération montante. Oui, je sais pas, Pascal. Sur financer, deuxième journée de solidarité. Pourquoi pas une deuxième journée de solidarité? Moi, j'aimerais déjà, parce que je ne connais pas aussi bien que Nicolas le sujet, savoir combien rapporte la première. Et est-ce que l'argent va vraiment c'est la vraie question. aux EHPAD? Un peu comme la vignette. Voilà. La vignette, c'était déjà aussi pour les vieux, comme on dit. Donc, je vous avoue mon ignorance sur le sujet. Donc oui, bien sûr qu'il faut financer davantage, mais encore une fois, vous avez posé au retour de pub la bonne question, Valérie, pardon, mais même si elle peut paraître un peu populiste, c'est où va l'argent quand même. Il faudrait dans un pays où on est les plus taxés. Je faisais une parenthèse. Hier, j'entendais un procureur qui disait moi, j'ai dans mon tribunal 20 magistrats. Si j'étais en Espagne, j'en aurais 60. Donc, de quelque côté qu'on se tourne, les services publics ne sont plus à la hauteur. L'éducation, la santé, la justice, et on paye. Ouais, c'est une question d'argent, et c'est dramatique parce que au-delà de la question d'argent, en réalité, c'est une vraie question civilisationnelle. On parlait tout à l'heure en disant que le premier devoir d'une civilisation, c'était le respect dû à ses morts, c'est aussi le respect dû à ses anciens. Mais assez jeune aussi, il a raison, Lucas, quelque part. Oui, bien sûr, assez jeune aussi, mais je pense pas qu'il faille forcément toujours vouloir opposer les deux. C'est-à-dire que là, on est sur le sujet des anciens, et le fait, je vois c'est tentant, effectivement, d'avoir ce discours qui peut être de dire que la génération d'avant s'est gavée, les boomers et tout. Et bien évidemment, ça peut exister aussi, mais c'est pas, là, on parle aussi notamment de personnes précaires qui ont travaillé toute leur vie et qui ont une retraite vraiment toute petite, qui sont pas sur des retraites énormes et qui, ne peuvent peut-être même pas avoir une fin de vie digne. Ça interroge peut-être aussi, ça je suis pas du tout un expert, donc je pense qu'il faudrait peut-être du moins ouvrir le sujet, la question du tout EHPAD, c'est-à-dire que il y a en France cette culture de l'EHPAD, mais effectivement le fait que les personnes âgées sont à un moment ou à un autre orientées rapidement vers ce qu'on appelait la maison de retraite autrefois ou l'EHPAD. Là, c'est vraiment une question ouverte, et je pense que la réflexion devrait peut-être être menée sur les alternatives qu'il pourrait y avoir. Alors effectivement, souvent ces maisons sont médicalisées, donc pour des personnes qui ont des santé très fragiles ou qui ont des grosses pathologies, ils ne peuvent pas rester chez eux. Mais il y a aussi peut-être la question de voir pour certaines personnes réadapter la façon de voir la fin de vie, le fait de pouvoir peut-être être chez soi, d'avoir d'autres dispositifs, de pouvoir avoir des aides à domicile qui existent, qui sont très chères aujourd'hui. Mais il faut revaloriser ces métiers aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à des gens de travailler pour le SMIC. Exactement, mais comme beaucoup d'autres métiers qu'on a vu qui étaient les fameux métiers en première ligne pendant la crise Covid, qui sont souvent les métiers de l'aide à la personne et du soin, et qui sont effectivement pas du tout mis en avant et pas du tout valorisé aujourd'hui. Mais je pense que Nicolas a raison, on ne peut pas uniquement penser que c'est une question d'argent, il va falloir repenser le modèle, il va falloir aussi s'interroger sur que les Français peut-être, mais ça personne ne voudra le dire, qu'ils doivent eux-mêmes commencer à réfléchir au financement et à la préparation de leur dernier jour, et aussi peut-être culturellement s'interroger eux-mêmes sur ce que nous sommes et la façon dont nous pouvons et nous voulons nous occuper de nos anciens. Je regardais la répartition des ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, 88% c'est la CSG. Oui, c'est la CSG. Ouais. Et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui est financée par cette journée de solidarité qui n'existe plus en tant que telle vraiment. Il faut savoir qu'elle sert aussi à financer le handicap. Elle n'est pas réservée à la dépendance et à l'autonomie. Un petit point quand même sur l'argent. Où va l'argent? C'est vrai que vous posiez la question, Valérie. On a des prélèvements obligatoires très élevés. Les Français comprennent pas que les services publics soient... Il y a des choix politiques qui sont faits. Vous savez que l'État, par la Caisse des dépôts et consignations, qui est la caisse de l'État, c'est de l'argent public, c'est notre argent, a renfloué le groupe Orpea à hauteur de 500 millions d'euros. 500 millions d'euros d'argent public qui ont permis à l'État de sauver ce groupe qui avait véritablement maltraité les personnes qui étaient accompagnées dans ces EHPAD. Ça, c'est un choix politique. Si on décide de sauver des groupes cotés en bourse avec de l'argent public
plutôt que distribuer cet argent public, 500 millions d'euros, aux EHPAD publics, ben oui, effectivement, ensuite, il ne faut pas s'étonner qu'on ait une partie de notre aide sociale, des solutions qui vont vers les plus précaires, qui soient précarisées. Ouais. Non, il y a plusieurs livres de sociologues que j'aime bien, Emmanuel Todd et Jérôme Fourquet, qui montrent qu'aussi une rupture en fait dans la population française, c'est que pendant très longtemps, en fait, les parents vivaient à proximité de leurs aînés. C'est-à-dire que quand nos parents étaient trop âgés ou avaient des problèmes de mobilité, on pouvait au quotidien aller les aider chez eux parce qu'on habitait dans le village. Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de personnes âgées dont leurs enfants vivent à parfois 300, 400 kilomètres. Absolument. Et donc ça fait, entre guillemets, des besoins en plus pour des EHPAD qu'il n'y aurait pas eu si on avait eu moins de mobilité. Et donc c'est pour ça qu'il y a plein de phénomènes qui, entre guillemets, se complètent. Mais par exemple, la décentralisation, la généralisation du télétravail, le fait de faire en sorte que des gens qui viennent de villages puissent continuer à avoir, entre guillemets, des travails de cadre, mais de chez eux, ce serait aussi potentiellement des politiques publiques qui permettraient, bon, je dis pas de tout sauver, hein, mais entre guillemets, de diminuer peut-être à terme le nombre de places dans les EHPAD. Et je ne sais pas si c'est des solutions qui sont évoquées, c'est des externalités positives, mais je ne sais pas dans quelle mesure les pouvoirs publics les ont cartographiées. On verra, mais ça veut dire que c'est un impôt supplémentaire pour les Français et que ce n'est peut-être que le début d'une taxation plus importante puisqu'il faut trouver de l'argent. Oui, mais de toute façon, le Premier ministre l'a annoncé et Laurent Saint-Martin, nouveau ministre en charge de ces questions, a été assez transparent en disant qu'en gros, il allait falloir trouver que l'état des finances était a priori moins bon qu'il ne le pensait et qu'il allait falloir trouver des recettes. Donc les solutions, il n'y a pas 36 solutions pour avoir des recettes immédiates. Dans un instant, c'est Alexis Poulain qui sera avec vous. Merci à tous les quatre. Bon week-end, très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.